famille d'accueil Odile-Henry. Je me présente, je suis Martine de Rivière, adjointe à la direction. C'est moi qui répondrai à vos questions ce soir, mais Monsieur Michael Rossi, notre directeur, n'est pas loin de moi, donc éventuellement il pourra intervenir si nécessaire. Alors, je vais peut-être vous présenter le service en attendant vos questions. Donc, Odile-Henry, c'est un service d'accompagnement en accueil familial qui encadre 366 situations. Alors, nous travaillons en accueil de moyen et long terme et en accueil d'urgence. Le moyen et long terme, ça veut dire que ce sont des dispositions qui sont prises de façon annuelle et qui sont renouvelées aussi longtemps que nécessaire. Donc, ça peut être jusqu'aux 18 ans de l'enfant, en fonction de l'évolution de la situation générale. L'urgence, ce sont des placements qui sont pris pour 15 jours, renouvelables une fois, jusqu'à maximum 45 jours. Alors, pour poursuivre, donc Odile-Henry, c'est 5 implantations: Dinan, La Louvière, Carnon, Bruxelles et Geneppe. Alors, ça nous permet d'être présents sur une grande partie du territoire de la communauté Wallonie-Bruxelles, et donc de répondre aux demandes de familles candidates sur cette grande partie de territoire. Comme je le disais, Odile-Henry, c'est 5 implantations différentes, et dans chaque implantation, nous avons des équipes pluridisciplinaires, c'est-à-dire que nous avons une équipe administrative dans chaque implantation, une équipe psychosociale, donc un psychologue et des travailleurs sociaux, dont le boulot est de vraiment procéder à l'encadrement, l'accompagnement des situations pour lesquelles nous sommes mandatés. Cet accompagnement se fait selon différents axes. L'essentiel étant bien sûr autour de l'enfant, toujours, les parents de l'enfant, la famille d'accueil et le travail avec le réseau. Alors aujourd'hui, ce live, il est destiné à promouvoir l'accueil familial, à sensibiliser les familles, à répondre au maximum à vos questions, pour que, évidemment, il y ait le plus de familles possible qui soient intéressées par l'accueil. Alors, je vous dis tout de suite que je ne répondrai pas ce soir à des questions qui concerneraient des dossiers plus spécifiques. Donc, si vous avez des questions précises concernant une situation, adressez-vous au service qui vous suit, ou adressez-vous à Odile-Henry à la rigueur, si c'est nous qui vous suivons, mais par le biais de notre adresse mail ou de nos numéros de téléphone. Si au terme de ce live, vous êtes intéressé par l'accueil familial ou vous souhaitez en savoir plus et de manière plus personnalisée, prenez contact avec l'une de nos antennes. Alors là, on vous conseille toujours de prendre contact avec l'antenne la plus proche de votre domicile. Mais vous pouvez de toute façon envoyer un mail à notre adresse générale info@fah.be ou un courrier à l'antenne dans l'implantation où vous souhaitez vous rendre. Une fois que nous aurons reçu ce courrier ou ce mail, dans lequel nous vous demandons simplement de vous présenter pour que nous puissions savoir qui vous êtes et de nous expliquer votre intérêt pour l'accueil familial, à ce moment-là, nous prenons contact avec vous et nous vous invitons à un premier rendez-vous d'information. Au terme de ce rendez-vous, nous vous remettons un questionnaire et nous vous demandons de nous renvoyer ce questionnaire si vous souhaitez vraiment vous lancer dans la procédure de candidature pour devenir famille d'accueil. Cette candidature se déroule via des entretiens. Elle dure entre 4 et 6 mois maximum. Alors, je vois quelques questions, entre autres sur l'obligation ou pas d'être en couple pour être famille d'accueil. Ce n'est évidemment pas du tout le cas. En fait, l'accueil s'adresse à tous les types de familles, c'est-à-dire aussi bien des personnes en couple que des personnes seules, des personnes avec des enfants, mariés, non mariés, en couple de même sexe. Voilà, tout le monde peut devenir famille d'accueil. Et quand je dis tout le monde, peut poser sa candidature. Alors effectivement, il peut arriver que, au terme de la candidature, notre équipe considère que le projet d'accueil n'est pas un bon projet pour cette famille-là. Alors, pour cette famille-là, à ce moment-là, ça peut aussi évoluer dans le temps. Donc tout ça est discuté durant les entretiens, et au terme de la candidature, en fait, la décision d'acceptation ou de refus de la candidature, elle est prise en équipe. Et on vous transmet cette décision. Comme je le disais, en fait, quand on est dans le moyen long terme, ce sont des dispositions qui sont prises annuellement. Alors, soit par un tribunal
le tribunal de la jeunesse, soit par le service d'aide à la jeunesse, soit par le service de protection judiciaire. Donc, les dispositions sont prises annuellement. Pourquoi? Parce qu'il est important de savoir que l'idée, c'est quand même que l'enfant puisse retourner chez ses parents si l'évolution des parents le permet, puisque les enfants qui vont en famille d'accueil, ils vont en famille d'accueil simplement parce que effectivement il y a des difficultés au sein de la famille qui ne permettent pas aux parents de s'en occuper à ce moment-là. Alors bien entendu, chaque année, si la bonne solution pour l'enfant est qu'il reste en famille d'accueil, ben, le placement est renouvelé pour un an. En fait, si vous vous posez la question de devenir famille d'accueil pour un adolescent que vous connaissez, en fait, ça dépend vraiment quel est le contexte précis dans lequel se trouve cet adolescent. Il faut savoir que nous, on travaille uniquement pour mandat, donc ce n'est pas nous qui décidons qu'un enfant est en difficulté et qu'il faut le placer en famille d'accueil. C'est le mandant, c'est-à-dire le service d'aide à la jeunesse, le service de protection judiciaire ou le tribunal, qui nous contacte et qui nous fait savoir que pour tel enfant, on recherche une famille d'accueil. Donc à ce moment-là, nous, on peut intervenir. Mais au départ, effectivement, c'est vrai que nous, on fait la sélection des familles sans savoir pour quel enfant on sélectionne cette famille. C'est une sélection générale. Donc, dans un cas particulier, évidemment, ça vaudrait la peine qu'on ait un échange plus individualisé, parce que c'est un petit peu compliqué de vous répondre comme ça. Alors, le soutien financier, merci Benjamin pour votre question. Le soutien financier, oui, il y a un soutien financier quand on est une famille d'accueil sans aucun lien de parenté avec l'enfant. En principe, il y a un soutien financier pour les frais journaliers et pour les frais plus précis, plus spécifiques, je dirais, comme les frais de lunettes, les frais médicaux, les frais de suivi thérapeutique. Il y a des aides qui sont octroyées aux familles d'accueil. Alors, en général, si on est là aujourd'hui, c'est bien parce que nous sommes, nous, mandatés pour suivre les enfants qui sont en famille d'accueil. Donc, toutes ces aides passent par l'intermédiaire de notre service. Donc, voilà, c'est nous qui vous aidons à remplir les documents nécessaires, qui vous rappelons quels sont les documents nécessaires, parce qu'effectivement, ça demande quelques formalités administratives. Je vois que M. Rossi a répondu à la question concernant la durée de la sélection. Et comme je l'avais dit précédemment, c'est entre 4 et 6 mois. Merci à vous de vous joindre à nous. Je vois régulièrement des participants supplémentaires. Bon, il y a beaucoup de questions qui apparaissent en général. Effectivement, quand on parle de l'accueil à moyen et long terme, il peut y avoir des craintes par rapport à la séparation avec l'enfant, au retour de l'enfant chez ses parents. Il faut savoir que quand un enfant est placé en famille d'accueil, évidemment, on travaille à ce que cet enfant puisse avoir des liens avec ses parents. Alors parfois, ce lien se fait uniquement via des contacts de temps en temps, dans nos locaux, chez les parents. Tout ça, ça dépend d'une situation à l'autre. Alors, j'ai vu qu'on demandait quelle était la durée après la sélection de la famille. Alors là, évidemment, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre de façon précise, dans la mesure où ça dépendra du profil de l'enfant. Parce qu'évidemment, une famille d'accueil que nous sélectionnons, nous la sélectionnons, mais nous travaillons aussi avec la famille d'accueil sur le profil de l'enfant qu'on imagine pouvoir bien s'intégrer au sein de cette famille d'accueil. Et ce profil va dépendre de tas de choses différentes. Ça va dépendre de ce que la famille d'accueil nous amène en termes de craintes particulières. Ça va dépendre s'il y a d'autres enfants au sein de la famille d'accueil. Donc, en fonction du profil d'enfant défini, une fois que la famille d'accueil est sélectionnée, que sa candidature a été acceptée, nos équipes se chargent de trouver un enfant qui pourrait entrer en famille d'accueil dans cette famille. Et là, en fonction du profil, ça peut prendre plus ou moins de temps. La plupart des enfants sont en pouponnière ou en institution d'hébergement avant d'entrer en famille d'accueil. Et donc, ce sont ces institutions qui nous font part des enfants qui sont en attente de famille d'accueil. Donc on travaille toujours en collaboration avec ces institutions et ces services, évidemment. On voit que
pour l'accueil d'urgence. Alors, pour l'accueil d'urgence, notre projet d'urgence concerne les enfants de 0 à 6 ans. Alors, pour l'accueil moyen-long terme, le projet général est bien plus large et on essaye justement d'ouvrir l'accueil à des enfants plus grands aussi, au-delà de 7 ans. Mais encore une fois, le profil de l'enfant, il est défini lors des entretiens de candidature. Donc, lors de ces entretiens de candidature, on va vraiment voir ce qui est le plus adéquat, à savoir dans une certaine famille, avoir un bébé, ce n'est pas judicieux, alors qu'avoir un enfant de 5 ans le sera beaucoup plus. Alors, ça peut dépendre aussi de l'âge des demandeurs, parce que effectivement, l'accueil est ouvert à tous, mais évidemment, quand c'est pour du moyen long terme, on peut dire qu'on doit veiller à ce que les personnes ne soient pas trop âgées, au-delà de 55 ans, de 60 ans, ça devient évidemment difficile de prévoir un accueil à long terme avec un bébé parce qu'il est susceptible de rester longtemps au sein de la famille et que donc on doit veiller à ce que la famille d'accueil soit dans les bonnes conditions pour pouvoir accueillir pendant une longue durée. Voilà, je vois que M. Rossi explique aussi qu'il y a de l'accueil à court terme. Alors, nous ne faisons pas d'accueil à court terme, mais effectivement, cela existe et d'autres services existent. Pour ce qui concerne Odile Henry, nous avons dans toutes nos implantations des équipes qui s'occupent de l'accueil à moyen long terme et une équipe urgence qui travaille sur tout le dispositif aussi. Alors, Madame Francard, je pense, en ce qui concerne la connaissance du dossier, en fait, ce qui est stipulé, ce qui est important, c'est que nous devons communiquer aux accueillants familiaux les données importantes qui concernent l'enfant pour permettre évidemment aux accueillants de comprendre ce qui se passe pour l'enfant, quelles sont les difficultés qu'il pourrait rencontrer. Donc évidemment, vous êtes informé d'un certain nombre de choses concernant l'enfant, certaines données qui concerneraient par exemple plus précisément les parents et les difficultés qu'ils rencontrent, et je dis bien plus précisément et de façon plus approfondie, ne vous sont pas communiquées si cela ne paraît pas nécessaire pour l'accompagnement de l'enfant. Donc comme j'ai dit, le service d'urgence travaille surtout pour les enfants entre 0 et 6 ans. Le service moyen long terme accompagne les enfants jusqu'à 18 ans et le début de l'accueil peut se faire à partir de 0 jusqu'à 15, 16, 17 ans, mais bien souvent ce sera entre 0 et 10 ans, je dirais, mais il peut y avoir aussi des adolescents pour lesquels on recherche des familles d'accueil. Alors si vous êtes intéressé par l'accueil familial, je l'ai expliqué tout à l'heure, mais n'hésitez pas à prendre contact avec nos différentes implantations. Vous pouvez nous envoyer un courrier ou un mail. Le mail, c'est une adresse générale et c'est M. Rossi qui dispatche en fonction de votre adresse personnelle. L'adresse générale, c'est info@faoh.be. Vous nous envoyez simplement une petite présentation de votre famille en expliquant que vous êtes intéressé par l'accueil familial. Et alors, comme je l'ai dit, on organise un premier rendez-vous d'information qui vise à vous donner des tas d'informations et de façon plus personnalisée qu'ici, c'est-à-dire que vous pouvez nous poser les questions en direct et on va un petit peu plus loin dans les informations qu'on vous donne. Mais c'est un rendez-vous d'information vraiment. À ce moment, ce rendez-vous d'information, il est organisé par 2 travailleurs sociaux des équipes. Et puis, suite à ça, on vous laisse repartir avec toutes les informations, on vous remet un questionnaire et on vous demande de nous renvoyer ce questionnaire si vous êtes intéressé à démarrer la candidature à proprement parler, c'est-à-dire la candidature qui sera effectuée par le psychologue de l'équipe avec un autre travailleur social. Et lors de ces entretiens, on travaillera sur un tas de choses, sur vos motivations, on vous posera des questions sur votre histoire familiale, sur comment vous envisagez l'accueil, quelle est la place qu'on peut imaginer pour l'enfant en accueil. On vous donnera des informations aussi, bien sûr, sur les difficultés qu'on peut rencontrer avec un enfant en accueil. On vous fera lire des textes, on échangera avec vous, on essayera de vous mettre en situation. Alors quand ce sont des familles qui ont des enfants, on rencontre les enfants. On fait aussi une visite à domicile pour voir effectivement quel est le lieu dans lequel vous pouvez accueillir l'enfant.
alors je vois que quelqu'un nous pose la question des fratries. Alors, la plupart du temps, les enfants pour lesquels on nous demande de trouver une famille d'accueil, en grande majorité, ce sont des enfants pour lesquels on nous demande de trouver une famille pour un enfant. Il peut arriver que ce soit pour une fratrie, mais c'est assez peu fréquent et dans certaines institutions, ils préfèrent trouver deux familles d'accueil différentes pour les enfants d'une même fratrie. Il faut savoir que on se fait une idée de la fratrie comme étant une fratrie très liée, mais les enfants avec lesquels on travaille, évidemment, sont des enfants qui ont rencontré de grandes difficultés et qui sont parfois, il y a plusieurs enfants d'une fratrie qui sont placés, mais ils ont une histoire différente. Certains sont restés plus longtemps que d'autres avec leurs parents, ils ne sont pas placés dans la même institution, enfin c'est un petit peu compliqué. Donc, par rapport à ça, bien souvent, on nous demande de trouver une famille d'accueil pour un enfant. Ce qui ne veut pas dire que par la suite, cet enfant n'aura pas de contact avec sa fratrie. Alors je vois quelqu'un qui demande si c'est le même site s'ils sont en Flandre. Alors là, ça dépend un petit peu. Nous travaillons sur la communauté Wallonie-Bruxelles, donc nos mandants sont des mandants francophones. Mais si les personnes pratiquent le français et parlent le français à la maison, parce que c'est à ça qu'il faut veiller évidemment, à savoir que comme les enfants que l'on suit sont des enfants qui en général parlent le français, il faut évidemment qu'ils puissent parler le français en famille d'accueil. Donc voilà, je vais revenir à la question à laquelle je répondais précédemment, à savoir concernant les fratries. Donc un enfant qui est placé en famille d'accueil, il peut avoir des contacts aussi bien avec ses parents qu'avec sa fratrie, parfois avec des grands-parents. Alors évidemment, la priorité est donnée aux parents et à la fratrie. Et ces contacts peuvent être organisés chez nous, en dehors de chez nous. Ça dépend encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, de la situation, d'une situation à l'autre. Les contacts sont plus ou moins fréquents, se déroulent chez nous, se déroulent ailleurs. Et puis surtout, ils peuvent évoluer dans le temps. Quand on parle d'un placement à moyen long terme, si le placement dure plusieurs années, les contacts entre l'enfant et ses parents, pour ne prendre que ce cas-là, peuvent tout à fait évoluer dans le temps, mais c'est vrai aussi pour les autres types de contacts avec les fratries, avec les autres membres de la famille éventuelle. Alors oui, par rapport au choix de l'âge de l'enfant et du sexe, comme je l'ai déjà expliqué, en fait, le profil de l'enfant, il est vraiment défini avec vous. Alors, c'est sûr, ce n'est pas un catalogue, vous dites je veux un petit blond de 6 ans, un garçon. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est vraiment que l'enfant puisse trouver sa place en famille d'accueil. Et pour mettre le plus de chances possible de notre côté pour que l'accueil se passe bien, la question du profil de l'enfant, elle est discutée pendant tous les entretiens de candidature. Alors, effectivement, il y a un suivi à domicile régulier pendant la durée du placement par un service, nous en l'occurrence. Nos équipes suivent l'enfant à domicile. Alors c'est vrai que quand on s'engage à être famille d'accueil, ça demande une certaine disponibilité. À savoir qu'on va vous demander de nous rencontrer. On va vous demander d'être disponible pour nous amener l'enfant, pour des contacts avec ses parents par exemple. On va vous demander à venir chez vous à domicile pour vous rentrer vous avec l'enfant, rencontrer l'enfant seul. Donc effectivement, il y a un suivi. Le rythme de ce suivi peut varier tout au long de l'accueil, à savoir qu'effectivement, en cas de situation de crise, c'est clair que nous serons là de façon plus fréquente. Quand tout se passe bien, nous sommes là de façon moins fréquente et nous répondons aux demandes aussi, à savoir que si les familles souhaitent nous contacter, elles ont les numéros de téléphone nécessaires, il y a toujours un numéro d'urgence. Excusez-moi, je regarde les questions en même temps. Donc il y a toujours un numéro d'urgence aussi auquel on peut nous joindre. Alors je voyais une question concernant la scolarité. La scolarité, effectivement, on réfléchit toujours quand les enfants sont en âge d'être à l'école. Au moment de l'entrée en famille d'accueil, ça dépend à quel moment l'entrée se fait. Parfois, cela implique un changement d'école dans le courant d'année
travailler. Si on peut éviter ce changement d'école dans le courant de l'année scolaire, on l'évite bien sûr, mais ce n'est pas toujours possible en fonction des différentes régions dans lesquelles on travaille. Voilà, donc ça dépend, mais c'est vrai que tout ça aussi est discuté avec les familles. Le choix des écoles est fait en collaboration, en discussion avec les familles d'accueil. Il faut savoir quand même que les parents, s'ils ne sont pas déchus de l'autorité parentale, gardent l'autorité parentale et donc ont toujours l'opportunité de donner leur avis. On leur doit leur demander leur accord pour un certain nombre de choses. Alors leur accord, c'est par exemple pour des choses importantes. Ce ne sera pas pour le choix de l'école à proprement parler, mais ça peut être par exemple pour le réseau philosophique. En fonction des croyances des parents, ils pourraient être amenés à demander que l'enfant soit dans telle ou telle école, tel type de réseau. Donc à ce moment-là, c'est discuté et on trouve des solutions. Moi, je n'ai pas connu de situation où c'est vraiment posé de problème. Alors, je vois quelqu'un dit si c'est un bébé, les crèches sont bouquées. Alors oui, effectivement, la question des places en crèche peut être problématique. Il faut quand même savoir que quand un enfant entre en famille d'accueil, il y a des priorités dans les crèches. Donc ça c'est intéressant, il faut faire ça, il faut vraiment, quand on va pour inscrire un enfant à la crèche, parce qu'il va arriver chez vous en famille d'accueil, il faut bien préciser à la crèche que l'enfant que vous êtes famille d'accueil et donc il y a des priorités. Donc, ce qui peut être effectivement très facilitateur en termes d'inscription, évidemment, que ce soit dans les crèches et dans les écoles. Les écoles demandent d'ailleurs qu'on remplisse des papiers officiels pour dire que l'enfant est en famille d'accueil. Quelqu'un nous demande si nous travaillons uniquement sur Bruxelles. Non, comme je l'ai expliqué, Odile Henry, c'est toute la communauté Wallonie-Bruxelles, ou pratiquement toute la communauté, puisque nous avons une antenne à Bruxelles, à Carignan, à La Louvière, à Gemep et à Dinan. Donc, si vous êtes dans les environs de l'une ou l'autre implantation, adressez-vous à cette implantation de façon prioritaire. Et si vous nous envoyez un mail, Monsieur Rossi réoriente les mails, puisque là je vous ai donné l'adresse générale info@fah.be. Si vous nous envoyez un mail, Monsieur Rossi réoriente vers l'implantation la plus proche de chez vous. Donc c'est vrai que c'est plus facile de vous adresser à l'antenne la plus proche de chez vous. Alors parfois il peut arriver que nous ayons des familles d'accueil qui sont je ne sais pas, proche de Namur et qui préfèrent, ou de Dinan, et qui préfèrent s'adresser à l'antenne de Bruxelles parce qu'ils travaillent sur Bruxelles et l'enfant est à l'école à Bruxelles et qu'ils sont beaucoup à Bruxelles. Ça, c'est aussi à discuter, évidemment, ce qui serait le plus facile pour eux. De toute façon, si vous êtes accepté par une équipe, votre candidature, elle est acceptée par l'ensemble des équipes. Donc, alors, famille d'accueil en étant célibataire et travaillant en temps plein, ça peut poser problème. De manière générale, alors je n'ai pas l'entièreté de la question. Ça dépend évidemment de des horaires où vous travaillez de nuit ou en soirée. Ça va être compliqué d'accueillir seul un enfant, puisqu'il faut pouvoir s'en occuper quand il rentre de l'école, etc. Donc, je vois que Mme Lambray nous dit que l'enfant est rentré sans problème à la crèche. Ok. Oui, je vois que la personne, effectivement, là j'ai vu votre question en entier par rapport aux horaires, au plus tôt à 6h et le plus tard à 20h. Évidemment, c'est compliqué. Alors, dans certaines familles, on peut trouver des arrangements, mais ça devient compliqué d'être vraiment disponible pour l'enfant et de devoir partir aussitôt le matin. Ça veut dire que quelqu'un d'autre devra s'en occuper. Donc, ça risque d'être un peu plus difficile. Merci, en tout cas, d'être avec nous ce soir. Alors, la question qui peut se poser aussi concerne la possibilité de partir en vacances avec les enfants. Alors, il faut savoir que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les parents gardent l'autorité parentale et donc doivent donner leur accord pour un certain nombre de choses, dont des départs en vacances, s'ils se font en dehors
de l'espace Schengen. Donc d'office, ça, on doit avoir l'accord des parents. De toute façon, on doit les informer, ça c'est sûr. Donc, mais il y a tout à fait, évidemment, l'idée, c'est qu'un enfant qui est en famille d'accueil vive comme n'importe quel enfant en famille, à savoir qu'il puisse avoir des activités avec la famille, qu'il puisse partir en vacances avec la famille. Et donc, il n'y a pas de relais autre pendant vos périodes de vacances. L'idée n'est pas que vous partiez en vacances et que l'enfant ne vous accompagne pas. C'est, en principe, il est avec vous. Alors, il peut y avoir des possibilités pour l'enfant de partir en vacances avec un mouvement de jeunesse, avec des amis, etc. Mais à ce moment-là, il y a toujours une autorisation qui doit être demandée et, ou une information qui doit être faite au mandant. Tout ça, c'est vraiment, si vous êtes intéressé par l'accueil, c'est vraiment des choses qu'on vous explique bien en détail au fur et à mesure de la procédure. Et surtout, une fois que vous êtes choisi comme famille d'accueil, on reprend tout ça avec vous aussi. Alors, on ne peut pas prendre l'enfant que le week-end, par exemple, quand on a congé. Alors, normalement, l'accueil familial, comme on vous l'a dit, c'est du 24 heures sur 24. Donc, ce n'est pas qu'uniquement le week-end ou les vacances. C'est ce qui s'appelle du parrainage. Au niveau du logement, il faut un logement correct, sûr, à savoir qu'il n'y ait pas d'espace qui représente un danger pour l'enfant. Donc il pourrait arriver par exemple qu'une maison soit en travaux et qu'il y ait des endroits où ça risque d'être dangereux parce que certains fils ne sont pas encore raccordés, etc. Donc là, évidemment, il faut veiller à ce que l'espace de vie soit vraiment un espace sécurisé. En ce qui concerne les chambres, alors là, encore une fois, ça dépendra des situations, de l'âge de l'enfant. Si vous avez des enfants, est-ce que les chambres peuvent être partagées, bien sûr, jusqu'à un certain âge et en fonction du sexe de l'enfant aussi. Tout ça, c'est discuté et comme j'ai expliqué, on se rend à domicile avant d'accepter une candidature, on se rend toujours à domicile pour voir quel est le logement qui est proposé. Donc, c'est vrai qu'il faut un logement correct, il faut avoir des revenus corrects qui ne vous mettent pas en difficulté pour vous occuper de l'enfant au quotidien, même si, comme je l'ai expliqué, il y a une aide financière. Hein. Donc, voilà, mais beaucoup de choses sont possibles. Y a-t-il des rencontres préalables au placement? Bien sûr. Merci de poser la question parce qu'effectivement, je n'ai pas encore abordé ça. Quand une famille est sélectionnée, comme je l'ai expliqué, il faut un certain temps, plus ou moins long, pour trouver un enfant qui pourra correspondre au profil de cette famille d'accueil. Alors on travaille vraiment en collaboration avec les institutions, on tient la famille d'accueil sélectionnée au courant. Quand on a rencontré un enfant qui nous paraît pouvoir correspondre au profil de la famille, on en parle avec la famille, il y a une rencontre par la famille candidate de l'institution où vit l'enfant. Et en fait, l'apparentement, ce qu'on appelle l'apparentement, se fait de manière progressive, à savoir que vous rencontrerez l'enfant d'abord en institution, une première fois pendant peut-être une demi-heure, une heure. Suivant l'âge de l'enfant, c'est aussi adapté parce que c'est important, un bébé ne va pas nécessairement réagir de la même manière qu'un enfant de 6 ans, par exemple. Donc, on adapte ça aussi, toujours en collaboration avec l'institution où se trouve l'enfant. Donc, les contacts se font progressivement, parce qu'effectivement, il faut se connaître. On ne va pas aller chercher un enfant à l'institution et vous l'amener chez vous du jour au lendemain. Non, c'est progressif. Je vous ai dit, premier contact en institution, plusieurs fois, si souvent que nécessaire. Puis il y a une petite sortie, alors parfois c'est dans le jardin de l'institution, parfois c'est dans le parc voisin, c'est progressif. Et puis il y aura une visite à votre domicile. En général, lors de cette première visite, l'enfant est accompagné par son référent en institution. Et progressivement comme ça, à un moment, la décision est prise que l'enfant vienne s'installer à temps plein chez vous. Alors, je vois qu'on nous demande s'il y a un congé prévu lors de l'accueil d'un enfant. Alors, il y a deux sortes de choses. Il y a ce qu'on appelle le congé parental d'accueil.
Le congé parental d'accueil, c'est un congé de maximum 6 semaines qui est octroyé pour les accueils de moyen long terme. Donc ça ne concerne pas du tout l'accueil d'urgence. Hein. C'est octroyé pour des accueils pour lesquels il est défini clairement dès le départ que ce sont des accueils qui durent minimum 6 mois. Donc à partir de ça, de ce moment, vous avez le droit de demander un congé parental d'accueil de maximum 6 semaines. Enfin, je dis 6 semaines, mais à partir de 2021, il y a 2 semaines supplémentaires, donc c'est même 8 semaines. Donc voilà, ce congé, il y a aussi, c'est une procédure administrative, mais comme n'importe quel congé parental, hein, quand on a des enfants, on a droit aussi à un congé parental, ça implique un certain nombre de démarches. Voilà, ça c'est vraiment le congé parental d'accueil, donc 6 semaines, plus 2 semaines, donc ça en fait 8. Mais là-bas, c'est 6 semaines. Vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité de ces semaines, mais il faut savoir que vous devez les prendre en une seule fois. Donc, vous ne pouvez pas dire je prends 3 semaines maintenant et je reprendrai 3 semaines à un autre moment. Non, c'est une fois 6 semaines, ou une semaine, ou 2, ou 3, enfin, jusqu'à 6 ou 8 semaines, mais en une seule fois. Et vous pouvez prendre, pour pouvoir prendre ce congé, il doit être demandé durant la première année de l'accueil, donc pas au-delà. Il faut le prendre durant la première année de l'accueil et vous pouvez le demander une fois que l'enfant est domicilié chez vous. Ça, c'est le congé parental d'accueil. Il y a un autre congé qui s'appelle le congé d'accueil et qui lui consiste simplement en 6 journées qui sont octroyées pour toutes les démarches qui sont nécessaires à faire pour le jeune. Les démarches officielles, c'est-à-dire les rendez-vous avec notre service, par exemple, les rendez-vous chez le mentor, parce qu'il faut savoir que pour ce qui concerne l'accueil familial de moyen et long terme, les familles d'accueil sont invitées au rendez-vous de renouvellement de mesures, comme on appelle ça, c'est-à-dire les rendez-vous où on décide quel est le projet de l'enfant pour l'année à venir. Les familles d'accueil sont invitées. Pour l'urgence, ce n'est pas le cas. Encore une fois, en urgence, on parle d'un placement de 15 à 45 jours maximum. Alors, Dame nous demande combien on peut accueillir d'enfants à la fois. Alors, on commence par un. En général, on commence par un. Et par la suite, il peut y avoir une possibilité d'autres accueils, mais évidemment, c'est un à la fois. Exceptionnellement, quand il s'agit de fratries ou de fratries d'enfants proches, on peut envisager 2 enfants à la fois, mais la plupart du temps, on travaille avec un accueil à la fois. Donc, pour revenir sur les congés d'accueil, je parlais du congé où on vous octroie 6 journées. Donc ça, c'est vraiment des journées qui vous sont octroyées en fonction d'événements très précis concernant l'enfant et d'événements officiels, à savoir, comme je le disais, rendez-vous chez le mandant, rendez-vous chez nous, et rendez-vous pour que l'enfant puisse rencontrer ses parents. Alors oui, effectivement, en ce qui concerne le nombre d'enfants qu'on peut accueillir, j'ai dit on commence par un et il peut arriver que par la suite on accueille d'autres enfants, mais une famille d'accueil ne peut accueillir officiellement que maximum 3 enfants. C'est ça, quelqu'un reprécise que le congé parental d'accueil ne peut être demandé que quand l'enfant est déjà domicilié en famille d'accueil. Alors, est-ce que c'est un congé sans solde? C'est la même chose que pour les congés, le congé parental habituel, je pense, à savoir qu'il y a, je ne sais plus comment est-ce qu'on appelle ça exactement, mais enfin, effectivement, c'est un congé sans solde au niveau de votre employeur. Votre employeur ne vous rémunérera pas, à part d'après mon souvenir pour les 3 premiers jours, ce qui ne fait pas grand-chose évidemment. Et pour le reste, c'est un montant spécifique qui est demandé via les instances officielles. Je pense que c'est le même en l'occurrence. Pour le congé d'accueil, donc pas parental, mais le congé d'accueil, donc les 6 jours, c'est la même chose. C'est pas votre employeur qui vous paye ces jours de congé. C'est aussi un document qu'il faut remplir et envoyer à l'ONU. L'avantage d'être suivi par un service comme le nôtre, c'est évidemment d'avoir des personnes qui sont là pour vous soutenir tout au long de l'accueil et qui donc peuvent répondre à vos questions, vous orienter vers les services
intéressant en la matière, et c'est vrai pour des tas de choses différentes. Je parlais des aspects administratifs, donc ça peut concerner le remboursement des frais, puisqu'on a évoqué tout à l'heure qu'il y avait une subvention journalière pour l'enfant, mais il y a aussi des frais particuliers qui sont remboursés. Donc pour ce qui concerne ces aspects administratifs, nous sommes là. Nous sommes là aussi pour, évidemment, notre équipe psychosociale, pour vous aider dans des démarches aussi comme celle qui consisterait par exemple à trouver un thérapeute pour l'enfant, parce que effectivement les enfants peuvent être en difficulté et un suivi thérapeutique peut être important, que ce soit chez un psychologue, que ce soit chez une psychomotricienne. Tout ça, nos équipes, c'est pour ça qu'on parlait de travail avec le réseau, parce qu'évidemment, on essaye de trouver les thérapeutes qui sont les plus indiqués par rapport aux difficultés de l'enfant, et les thérapeutes qui ne sont pas trop loin du domicile des familles d'accueil. Alors, suivant les régions, c'est parfois un petit peu plus compliqué, bien sûr, et c'est pour ça qu'on est là, parce que mes collègues connaissent bien le réseau dans les régions dans lesquelles elles sont implantées par rapport à l'implantation concernée. Et donc, on peut vous aider pour tout ça aussi. Alors, ce qui est important vraiment, c'est d'établir un lien de confiance avec le service qui nous permet d'échanger vraiment sur les difficultés rencontrées et sur ce qui se passe bien, parce que c'est important, bien sûr, qu'on sache ce qui se passe bien et qu'on puisse vous soutenir quand il y a des difficultés. Alors, pour ce qui concerne le travail sous mandat, il faut savoir que nous, comme on travaille sous mandat, nous sommes dans l'obligation de faire des rapports écrits au mandant. Le premier rapport au bout de 2 mois de prise en charge, et puis c'est tous les 6 mois minimum. Alors dans ces rapports, qu'est-ce qu'on reprend? Les données importantes concernant l'évolution de l'enfant, puisque le mandant est la personne chez qui les décisions sont prises. Il est important qu'il connaisse bien, qu'il ait une bonne connaissance de la situation, et donc nous l'aidons à avoir les informations nécessaires à cette connaissance de la situation. Donc on lui transmet des informations concernant l'évolution de l'enfant, aussi bien sur le plan de sa santé, sur le plan scolaire, sur le plan de la relation avec la famille d'accueil, sur le plan de la relation avec les parents. Et donc, pour pouvoir faire ces rapports, c'est évidemment important qu'on puisse rencontrer les familles d'accueil, les enfants, et que les familles d'accueil se sentent à l'aise de nous parler de leurs difficultés aussi, parce que c'est pas parce qu'on est en difficulté que l'enfant va être retiré d'une famille d'accueil. Au contraire, il vaut mieux nous parler des difficultés rapidement pour qu'une situation ne s'envenime pas et qu'on puisse vous soutenir et trouver des solutions. Parce que les enfants peuvent être en difficulté à certains moments parce qu'ils sont préoccupés par certaines choses concernant leurs parents, par exemple. Donc c'est vraiment important qu'on puisse être en collaboration autour de l'évolution de l'enfant. Nous, on a besoin de vous pour accueillir l'enfant et on a besoin de vous pour nous aider à comprendre ce qui se passe pour l'enfant, pour qu'on puisse le soutenir au mieux chez vous et dans ses contacts avec ses parents. Alors, je vois une question par rapport au fait qu'on ne peut pas demander à être famille d'accueil si on fait des démarches pour avoir un enfant, alors que ce soit une grossesse traditionnelle, je vais dire, ou une PMA. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est une démarche à la fois. Pour nous, c'est important d'avoir un projet concernant un enfant à la fois pour pouvoir s'y consacrer complètement. Donc, effectivement, nous refusons de faire des sélections, des candidatures de famille d'accueil si à ce moment-là, madame est enceinte ou si vous êtes dans une procédure d'adoption. On vous proposera de postposer ce projet d'accueil à plus tard, tout simplement. Alors, certaines personnes demandent si quand l'enfant retourne dans sa famille, peut-on garder contact avec lui? Alors, bien sûr, alors si madame vous posez la question par rapport à un retour de l'enfant dans sa famille à temps complet, il est prévu que la famille d'accueil puisse garder contact avec l'enfant. Et encore une fois, quand il y a un retour à temps complet, c'est quelque chose qui est travaillé à l'avance. Enfin, c'est très progressif, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain non plus. Alors, la
question de l'adoption, j'ai vu passer une question sur l'adoption. Alors, c'est important qu'on différencie l'accueil et l'adoption, bien sûr, puisqu'en accueil, l'idée, c'est que l'enfant, à un moment, puisse retourner chez ses parents. Alors, c'est une idée importante qui n'est pas toujours réalisable. Alors, dans certaines situations, on a des enfants qui n'ont pas de contact du tout avec leurs parents. Et cette absence des parents peut se poursuivre pendant des années, ça arrive, mais c'est pas du tout une généralité, loin de là, c'est même pas du tout les situations principales. La plupart du temps, les enfants ont des contacts avec leurs parents. Donc, effectivement, dans ce cas-là, il n'est pas question d'adopter l'enfant. C'était la question du tuteur. Donc, évidemment, ça dépend. Ces questions sont des questions effectivement très individualisées, donc pour y répondre, ça dépend vraiment d'une situation à l'autre. Mais comme je l'ai dit, l'adoption, effectivement, nous avons des familles d'accueil qui ont adopté un enfant parce qu'il s'agissait d'un enfant qui n'avait aucun contact avec ses parents pendant des années, et il y a une possibilité d'adoption à un moment, les parents ont été déchus, il y a une possibilité d'adoption. On a des familles d'accueil qui accueillent plusieurs enfants et il y en a un qui a pu être adopté et l'autre pas, parce que l'enfant est toujours en contact avec ses parents, donc il n'est pas question que cet enfant puisse être adopté. Donc, encore une fois, en fonction de la situation, l'orientation vers un service d'adoption se fait si nécessaire, mais c'est une minorité de situations. C'est une minorité de situations et c'est surtout quand l'accueil a déjà duré un certain temps et qu'il n'y a plus du tout de contact avec les parents. Le fait de travailler n'est pas du tout un frein à l'accueil. Hein. Je rassure tout le monde, les personnes qui travaillent peuvent devenir famille d'accueil. La question qui nous était posée tout à l'heure était plus spécifique, c'est-à-dire qu'il s'agissait d'une personne qui est seule et qui a des horaires qui impliquent qu'elle doit partir très tôt le matin et rentrer plus tard le soir. Donc ça, c'est plus compliqué d'avoir une vie où on peut conduire l'enfant à l'école et aller le rechercher si on est absent tous les jours jusqu'à 8 heures ou même une partie de la semaine jusqu'à 8 heures. En termes d'organisation, ça risque d'être compliqué. Mais sinon, si vous avez un emploi, rien n'empêche d'accueillir un enfant. Et comme on l'a dit, ben justement, c'est pour ça qu'il existe le congé parental d'accueil et qu'il existe le congé d'accueil. Donc, c'est deux congés différents pour pouvoir prendre l'un ou l'autre congé en fonction des nécessités. Et bien sûr, c'est vrai qu'on va vous demander parfois, comme on vous demande de vous rencontrer, on va vous demander de pouvoir vous libérer pour nous rencontrer. Donc ça vous demandera de pouvoir avoir une certaine disponibilité. Alors nos équipes peuvent s'organiser pour vous voir durant l'heure de table éventuellement, mais il faut savoir qu'effectivement nous sommes un service qui travaille du lundi au vendredi de 9h à 17h, donc les rendez-vous se font durant ces heures-là. Ça, c'est important de le savoir, et donc il faut pouvoir s'adapter à ces rendez-vous-là, y compris pour la candidature. Hein, comme je l'ai dit, pour les entretiens de candidature, on vous recevra toujours à un moment entre 9h et 17h, un jour de semaine. Ça ne peut pas se faire le week-end. Et ça, c'est la même chose que ça concerne notre service d'urgence ou notre service moyen-long terme, en tout cas pour ce qui concerne les candidatures, puisque pour le service d'urgence, il peut y avoir des interventions d'urgence le week-end aussi. Alors oui, avoir une famille nombreuse et travailler, ben, c'est toujours un peu la même question, à savoir, oui, c'est possible, on peut devenir famille d'accueil en ayant une famille nombreuse et en travaillant. Il faut pouvoir s'organiser et éventuellement pouvoir venir au rendez-vous. Alors, je vois que Corentin est avec nous. Je remercie Corentin, qui est un jeune qui a connu les familles d'accueil, donc il a lui-même un vécu de famille d'accueil et qui a soutenu notre live de ce soir. Donc, merci Corentin. Y a-t-il une limite d'âge pour les accueillants? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, la limite d'âge, elle peut varier en fonction du projet d'accueil, à savoir que la limite d'âge sera plus basse si ce sont des accueillants qui souhaitent accueillir un bébé, et pourra être un petit peu plus haute si ce sont des accueillants qui acceptent d'accueillir un enfant un peu plus grand. Donc, mais
on peut quand même considérer qu'il y a une limite d'âge. C'est vrai qu'on ne se lance pas pour devenir famille d'accueil moyen-long terme, parce que là, effectivement, on peut faire une différence aussi. Pour ce qui concerne les familles d'accueil moyen-long terme, il est important qu'on puisse démarrer, surtout pour des enfants en bas âge, avec une famille qui n'a pas au-delà de 60 ans, parce que si on envisage que l'enfant devrait éventuellement rester en famille d'accueil jusqu'à ses 18 ans, il faut évidemment que la famille d'accueil soit disponible aussi longtemps que nécessaire pour accueillir l'enfant. La limite d'âge, oui, excusez-moi, c'est vrai que j'ai dit que ça pouvait être différent par rapport à l'accueil d'urgence. L'accueil d'urgence est un placement moins long, forcément, puisqu'on parle de 15 à 45 jours. La question de l'âge se pose un peu différemment. Elle se pose aussi, à savoir que, je vous rappelle que nos équipes travaillent sur de l'urgence pour des enfants de 0 à 6 ans. Donc c'est vrai qu'il faut être suffisamment en forme pour dire que on se lève la nuit si nécessaire, et on peut... les enfants de 0 à 6 ans, ils peuvent être très sollicitants en termes d'énergie. Donc voilà, tant que vous êtes en bonne santé et que vous pouvez répondre aux demandes des enfants entre 0 et 6 ans, vous pouvez devenir famille d'accueil d'urgence. Avec plaisir, Monsieur Carpentier, qui nous remercie pour les informations. J'essaie d'en donner un maximum. On est en demande de familles d'accueil pour des enfants de tous âges. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes qui se font pour des enfants entre 0 et 6 ans, mais nous avons aussi des demandes pour des enfants plus grands. Et c'est important qu'on puisse y répondre. Donc on recherche des familles d'accueil pour des enfants au-delà de 6 ans également, et on essaye d'ailleurs de promouvoir l'accueil pour les enfants plus grands, parce que malheureusement c'est plus difficile de trouver des familles où c'est peut-être moins connu l'accueil pour les enfants plus grands. Or c'est important aussi que les plus grands puissent être accueillis. Il faut savoir que vraiment le projet de famille d'accueil est pensé par les institutions et les mandants pour des enfants dont ils pensent qu'ils vont pouvoir s'y retrouver en famille d'accueil, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir s'installer en famille d'accueil, pouvoir accrocher à quelque chose qui est plus individualisé. Certains enfants, parce qu'ils rencontrent peut-être des difficultés un peu plus importantes en termes de création de liens, se retrouvent mieux en institution qu'en famille d'accueil. Est-ce qu'il y a des ados qui sont placés en famille d'accueil d'urgence? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous travaillons uniquement sur la tranche de 0 à 6 ans. Il peut arriver qu'il y ait des ados qui soient placés en famille d'accueil d'urgence, mais alors ça ne passe pas par notre service. Alors, pour ce qui concerne l'accueil, je vois une dame qui nous parle de l'accueil d'un enfant différent. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par différent. Il faut savoir qu'il y a des services qui sont des services spécialisés pour le suivi d'enfants qui sont porteurs d'un handicap. Donc, nous ne sommes pas un service spécialisé par rapport aux enfants qui sont porteurs d'un handicap. Mais comme le met M. Rossi, peut-être que le mieux c'est de nous présenter votre candidature ou de nous écrire au mail info@fah.be pour nous poser votre question. On pourra y répondre de façon plus précise. C'est vrai qu'il peut y avoir des types de services différents. Nous, c'est clairement de l'accueil moyen long terme et de l'accueil d'urgence. Alors effectivement, le service fait le choix pour que ça fonctionne entre la famille d'accueil et l'enfant. Comme j'ai dit, c'est vraiment l'apparentement. Donc tout le processus de candidature vise vraiment à ce qu'on puisse bien connaître la famille candidate, qu'on puisse vraiment comprendre quelle place pourrait prendre un enfant en accueil dans cette famille, et qu'on puisse, avec la famille d'accueil candidate, établir un profil de l'enfant et choisir un enfant qui pourrait entrer dans cette famille. C'est important que l'apparentement soit réfléchi. Ce n'est pas n'importe quel enfant pour n'importe quelle famille. Un enfant pourrait très bien être très à l'aise dans une famille où il y a d'autres enfants, et pour un autre enfant, ce ne sera pas adéquat.
La même chose par rapport à une personne seule. Encore une fois, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas eu l'occasion de répondre aujourd'hui, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services. Nous sommes vraiment là pour essayer de pouvoir répondre à un maximum de questions et pouvoir écouter votre projet et votre souhait d'avoir plus d'informations, bien sûr. Comme je l'ai dit, contactez soit l'antenne, l'implantation la plus proche de chez vous. Alors, je vais vous rappeler notre adresse, l'adresse de notre site internet, parce que les adresses des implantations et les numéros de téléphone sont repris sur ce site internet. Donc, c'est www.foh.be. Donc, comme je le disais, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à prendre contact avec l'une ou l'autre de nos équipes pour nous demander un rendez-vous pour un premier rendez-vous d'information. Donc, que vous dire encore? Ben oui, comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment important qu'on puisse établir un lien de collaboration et de confiance avec les familles candidates. Et c'est vrai que le processus de candidature, comme on vous l'a dit, dure entre 4 à 6 mois. Donc, ça nous permet vraiment de faire connaissance et de, je pense, faciliter la création de ce lien. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui y ont participé. Je vous remercie de vos questions. N'hésitez pas, je le dis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redis encore, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Merci à toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci à tous mes collègues. Tous mes collègues de la famille d'accueil Odile-Henry, grâce auxquels le service fonctionne et qui se montrent dynamiques et impliqués. Vraiment, on peut compter sur eux et je les en remercie vraiment beaucoup. Merci à Madame la ministre Glatini, comme je l'ai déjà dit, elle nous soutient dans cette démarche de live. Merci à Corentin, que j'ai vu passer très rapidement, qui je pense avait aussi repris notre live sur sa page Facebook. Merci à toutes nos familles d'accueil, parce qu'elles sont nombreuses. Comme j'ai dit, on suit 366 enfants. Donc 366 enfants, c'est pas tout à fait 366 familles d'accueil, parce qu'il y a parfois plusieurs enfants dans la même famille d'accueil. Mais c'est précieux, vraiment. Vous êtes précieux. Nous avons besoin de vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et nous nous ferons un plaisir de donner suite à vos demandes le plus rapidement possible pour pouvoir entamer avec vous cette aventure formidable qu'est l'accueil familial et pour pouvoir vous préparer via les entretiens de candidature, parce que c'est vrai que ces entretiens de candidature, ils sont importants aussi pour préparer la famille d'accueil. Comme je l'ai dit, ce sont vraiment des entretiens qui nous permettent de vous connaître, qui vous permettent à vous de nous connaître, de connaître le fonctionnement de service, qui nous permettent de nous mettre d'accord aussi sur la manière dont ça fonctionne, pour que ce soit bien clair dès le départ, qu'est-ce que nous vous demanderons. On vous fait d'ailleurs lire et signer une convention si vous devenez famille d'accueil, où on vous explique ce à quoi nous nous engageons en tant que service et ce à quoi nous vous demandons de vous engager. C'est une façon de vraiment rendre les choses claires et pour que chacun puisse être très au clair par rapport à la disponibilité qui est demandée. Je vais terminer pour ce soir. Merci à tous de votre participation et j'espère que nous recevrons plein de candidatures suite à ce live. À très bientôt. Au revoir.